On va commencer cette conférence. Donc, le titre, c'est « Les réseaux sociaux intelligents au service d'un management innovant ». Donc, voici un petit peu le programme de la présentation. Donc, d'abord, je vais laisser la parole à la société Accrétion. Ils vont se présenter eux-mêmes, qui vont parler justement sur le titre de la conférence, avec 3 personnes. Donc, Gabriel Debréon, qui est le directeur de l'entreprise, Alexis Jacquemin, qui est le directeur de la recherche, et Mathias Baglioni, le directeur technique. Voilà, donc je vais leur laisser la parole pendant environ 3 quarts d'heure, et puis ensuite, voilà, je présenterai les travaux de recherche que l'on fait autour des réseaux sociaux, détection de communauté, complémentarité, etc. Voilà, donc je leur laisse la parole. Alors, on va changer de micro. Là, c'est bon. On va commencer. Bonjour à tous, merci pour votre présence. On va commencer par un tout petit film. Voilà, si vous n'avez pas tout compris, on va détailler un petit peu. Alors, je vais prendre ça, je pense que je vais être plus à l'aise. On va passer la présentation. Donc, je vais simplement revenir sur le début. Donc, Accrétion, notre baseline, c'est amélioré par les valeurs. Pas valeur au sens financier, vous allez voir, vous avez peut-être compris déjà. Gabriel Debréon, c'est moi-même, Alexis Jacquemin qui est à ma gauche, et donc Mathias qui est le directeur produit. Voilà. Alors on vous propose, j'irai très rapidement notre approche, quelques slides. On va vous présenter le produit et notamment mettre un zoom sur les résultats des travaux qu'on a fait avec Michel, ce qu'on a pu faire grâce à ces travaux. Et puis Alexis va vous présenter un petit peu la vision qu'il développe et qu'on développe autour de notre approche autour des valeurs. Alors qui sommes-nous? Notre métier, c'est on est éditeur de plateformes collaboratives. Et ces plateformes, elles ont la particularité de mettre en œuvre des mécanismes de réseaux sociaux, vous allez très rapidement reconnaître. Et l'objectif, c'est le partage des valeurs pour la performance des organisations. On a 3 missions. La première, c'est qu'on fédère des équipes autour de valeurs opérationnelles. Une valeur, c'est un principe d'action, sinon c'est un effet d'affichage. Moi, j'ai 25 ans de carrière derrière moi. J'ai vu des tas d'entreprises avec des valeurs qui étaient bien affichées et rien qui n'était vécu réellement ou d'une manière très distante par les personnes de l'entreprise, parfois même par les dirigeants qui en sont assez éloignés. Et là, l'objectif, c'est vraiment de recréer de la cohésion autour de valeurs qui sont des principes d'action. On définit une vision commune et une fois qu'on sait où on va, après on crée une dynamique collective pour la réussite des projets. En fait, en développant des modèles d'appropriation de ces valeurs et on projette l'activité de l'entreprise dans un modèle de maturité.
Alors, donc un petit zoom sur notre équipe. Donc, on est une entreprise jeune, hein, on est une entreprise de 2 ans d'ancienneté, on est jeune entreprise innovante, on a ce label-là. Et on a une équipe dirigeante de 4 personnes. Donc, moi-même, j'ai une expérience plutôt dans le développement de services IT. Alexis, donc, qui a développé une expertise, qui est philosophe à la base, et qui a développé une expertise en web, et vous allez voir tout à l'heure, il va vous présenter un petit peu sa vision des choses. Mathias, qui est docteur à Mines Télécom, vous voyez, donc on est un peu tous dans la même famille, qui est le directeur produit et qui a une spécialisation en interaction de machines et en intelligence artificielle. Et puis Solange qui s'occupe de toute la partie marketing commercial. Voilà. Donc on travaille avec un certain nombre de partenaires. Mezzoa pour tout ce qui est intelligence artificielle, Atonis qui est une entreprise de Nîmes qui nous a aidé à développer des briques logicielles. On travaille donc avec vous, hein, on a travaillé avec Michel, avec la BPI, Transfert LR et puis l'IDAT pour en fait étudier les comportements individuels au sein de l'entreprise, notamment les attentes par rapport aux valeurs. Alors, quel est le constat sur lequel qu'on a fait en fait avec l'équipe pour construire notre offre de valeur? On s'est basé sur l'analyse des nouveaux enjeux en termes de management des ressources humaines. En fait, il y a des bouleversements sociétaux profonds qui ont apparu ces dernières années. On va faire des constats que vous faites probablement tous, chacun d'entre vous. Le premier, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle socialisation qui s'est développée, notamment apportée par les médias sociaux. Avec des fonctionnements qui se font beaucoup plus en communauté, en tribu, plutôt que je dirais, des modèles hiérarchiques. Un mix des comportements privés professionnels. On va voir de plus en plus dans les entreprises des comportements qui sont plutôt des comportements avec des attentes de type privé. On attend un peu des collègues et des patrons un peu les mêmes choses que ce qu'on peut attendre de nos amis ou de notre famille. Et puis également une communication qui est surabondante. Il y a des études qui montrent qu'il y a des personnes qui font jusqu'à 500 hits par jour sur un terminal. Donc ça veut dire un hit par minute. OK, rendez-vous ce soir. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une addiction. Et en fait, Internet, maintenant, c'est un lieu de vie. Voilà, c'est un vrai lieu de vie. Il y a également une évolution de la relation à l'emploi qui se met en place. On intervient plus dans des projets, sur des activités professionnelles par rapport à l'intérêt qu'on porte à certains projets plutôt que dans l'idée de faire carrière dans une entreprise ou dans une filière. On fonctionne par projet. Et puis le dernier point, c'est qu'en fait, il y a des cycles qui sont en accélération. On prend souvent l'exemple de Nokia qui n'existait pas il y a 10 ans, qui est devenu leader mondial, qui n'existe plus maintenant. Et ça veut dire derrière qu'il faut avoir des capacités d'adaptation, d'agilité qui est absolument impérative. Et alors, dans ces bouleversements, en fait, les acteurs peinent à s'adapter. Il y a notamment une incompréhension de beaucoup d'enjeux. Les individus ne comprennent plus vraiment les enjeux, notamment les enjeux d'entreprise. Il y a également une difficulté à comprendre des codes. Alors c'est vrai pour beaucoup de la part de certains jeunes qui ne comprennent plus les codes d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas un SMS à un client vendredi soir pour leur dire finalement le rapport ce sera dans une semaine parce que là ce soir j'ai un train à prendre. Voilà. Donc il y a des choses, vous voyez, je caricature un petit peu, mais il y a des codes qui nous échappent peut-être. Et puis on voit également Génération Y et Z, on a fait une étude, elle est à peu près 1 an et demi avec RS Interactive, la méthode d'Ecotime, 1000 personnes, et on voit des attentes très très fortes, notamment de la part des générations dont beaucoup sont dans cette salle, bien représentées, des attentes assez fortes en matière de repères pour voir comment je vais pouvoir avancer dans la vie, dans mes décisions que j'ai à prendre, sur quels critères je vais pouvoir baser mes décisions. Côté entreprise, eh bien, je dirais les paires de repères sont aussi également assez fortes. Le management traditionnel, avec dont je dirais un fonctionnement hiérarchique, il est en décalage par rapport à ces modes de fonctionnement, ça colle plus. On a
on a une transparence au monde externe qui est maintenant qui s'est accrue. On parle d'entreprise étendue. L'entreprise étendue, ça veut dire qu'en fait, on ne voit plus trop où sont les limites. Donc les limites, elles ne sont plus... la frontière d'entreprise, ça va au-delà. Où exactement, on ne sait pas, mais voilà. Et cette transparence externe, qui est notamment accrue par la communication qui se fait, je dirais, du jour au lendemain. On peut avoir des choses qui sont la communication interne qui est publiée le lendemain sur des sites internet. Et ça fragilise l'entreprise. Et puis le dernier point, le dernier constat qu'on fait également, c'est qu'il y a des attentes sociétales de plus en plus fortes par rapport à la responsabilité sociale qui impose d'associer les collaborateurs d'une autre manière à la vie de l'entreprise. Voilà, donner la capacité de s'exprimer. Et tout ça, je dirais, toutes ces difficultés, ça se traduit par des difficultés d'entreprise qui sont des défaillances professionnelles en termes de productivité ou de qualité de service. Il y a des difficultés d'intégration, il y a également, parfois on parle de démotivation de personnes, alors qui ne quittent pas l'entreprise mais qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et puis il y a également, j'arrive plus à lire. C'est intergénérationnel. Ah oui, un fossé intergénérationnel. Bon, il a toujours existé, le fossé intergénérationnel. Là, il est accru par la rupture technologique, en fait. On voit vraiment très gros écarts entre des équipes dirigeantes qui sont complètement larguées par rapport aux médias sociaux et puis les gens qui sont derrière, qui poussent et qui n'utilisent que ça. Voilà. Et puis, le dernier constat, c'est que si on n'est pas agile, eh bien, on est très fragile, en fait. Voilà. Ça fait écho à Nokia. Et donc, pourquoi accrétion ? Eh bien, tout ça, en fait, ce sont à peu près des besoins nouveaux en matière de ressources humaines, des besoins de régénérer de l'engagement. Voilà, ça c'est essentiel dans des structures qui ont des périmètres, des frontières qui sont floues, de pouvoir rapprocher les entreprises et la culture digitale. De fédérer dans un monde qui est devenu décloisonné. J'ai parlé tout à l'heure de l'entreprise étendue. Il faut redonner du sens à ce qu'on fait. Souvent, on ne voit plus trop quel est le sens. Et puis, donc la communication est là. Il faut faciliter la participation, mais il faut aussi la faire converger. Parce que le problème des médias sociaux du 2.0, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais derrière, quelle synthèse on en fait ? Qu'est-ce qu'on en déduit ? Et alors nous, notre conviction, c'est que pour adresser ces nouveaux besoins, il faut travailler sur les valeurs. Voilà, travailler sur les valeurs. Parce qu'en fait, les valeurs, ça va apporter un socle de cohésion, ça va donner du sens et de la perspective. On cite les exemples que vous connaissez, très probablement, l'exemple de Danone, qui communique énormément sur des valeurs, mais vous avez des tas d'entreprises moins connues, Poquelin est très connu et communique énormément là-dessus, des entreprises comme Châteauforme ou même comme Setup, qui sont des entreprises de transport de taxi, en fait, qui ont des systèmes de valeurs qui sont très forts, et du coup, si vous voulez, il y a une dynamique et une cohésion qui est très étonnante, en fait, dans ces entreprises. Et puis le fait de construire sur un système de valeurs, qu'on construit quelque chose, on y adhère, sinon on n'habite pas on ne construit pas une maison dans laquelle on n'a pas envie d'habiter. Et puis la collaboration, le fait de travailler ensemble, ça fédère, en fait. Donc en fait, on développe, comme on disait au début, une plateforme collaborative qui utilise des mécanismes de réseaux sociaux. Et nos différenciateurs, alors donc on a des briques sémantiques, donc on commence à toucher un petit peu ce qu'on appelle le 3.0, en fait. Vous allez voir ça au travers de briques sémantiques qu'Alexis a mis au point. C'est un processus qui est managé, donc ça c'est essentiel parce qu'en fait, si on veut faire converger, faire avancer les choses, eh bien il faut définir, cadencer un processus de construction de valeur dans le temps avec des étapes qui sont... Et ça donne aussi à l'entreprise, c'est une garantie de faire avancer, de converger, de produire quelque chose avec ce processus. On fait émerger les valeurs d'une manière collaborative, vous allez voir, en fait tout le monde, on donne la parole à l'entreprise pour en fait faire en sorte que les organisations peuvent faire émerger les valeurs. On associe un portefeuille de pratiques aux valeurs, comme je disais au départ, une valeur c'est un principe d'action, donc on va dire comment on va vivre ces valeurs. Et puis donc ça permet de projeter l'entreprise dans un modèle de maturité. Et donc en fait, on permet ainsi de s'engager par une vision partagée qui est co-responsable. La notion de co-construction de co-responsabilité est essentielle. Alors
Alors, quelle place pour les valeurs? Peut-être passer la parole à Alexis. Une citation de Simone Weil dont l'intuition pourrait être une manière d'illustrer le projet, c'est-à-dire cette idée que dans tous nos milieux de vie, dans les différents espaces qu'on traverse, les valeurs sont déterminantes pour pouvoir se situer, puisque la valeur c'est un principe d'action, c'est aussi un mode relationnel, donc une manière d'entrer en relation. Et donc derrière en fait des relations il y a des valeurs, et derrière des valeurs il y a aussi des relations qui permettent de les nourrir. Et l'outil permet justement de travailler sur les relations comme étant quelque chose qu'on modélise et qu'on met au travail, de manière à pouvoir formaliser et modéliser des valeurs. Donc en fait les apports pour l'entreprise, ça permet de développer une vision entreprise, la cohésion d'équipe, de renforcer le sentiment d'appartenance. Ça donne aussi les clés d'une adhésion au changement. Quand vous êtes d'accord sur le fond, après les modalités organisationnelles, elles deviennent moins importantes bien sûr, mais elles deviennent un peu plus secondaires. C'est un outil de communication, c'est un marqueur stratégique, par exemple la marque employeur. Voilà, donc on développe en fait une gamme autour de ces concepts-là, une gamme dont vous voyez il y a un cadran en fait, hein, donc une gamme Accrétion Manager pour l'entreprise, Accrétion Academia c'est pour tout le monde de la formation, et puis on a, j'irai dans les cartons, deux autres domaines d'application que sont le marketing. L'idée en fait c'est d'identifier des communautés de valeurs pour co-construire les produits de demain. On peut de plus en plus en fait émerger ces préoccupations, en fait, centres d'intérêt. On veut pouvoir travailler avec des entreprises ou acheter des produits d'entreprise qui respectent un certain code de valeurs, en fait, et on va pouvoir dire quelles sont les valeurs qu'on attend. Et puis à Accrétion Smart Network, l'idée c'est probablement de développer un réseau B2C, mais ça c'est un peu plus long terme, c'est un peu plus aléatoire. Si simplement pour développer les cas d'usage pour l'entreprise, donc on a 4 cas d'usage. Un cas d'usage sur la cohésion des équipes. Un autre pour la conduite du changement, notamment pour faire des fusions d'activités, des fusions d'entreprises. Un cas d'usage qui est pour l'identité des filières professionnelles. Et puis un autre qu'on est en train de développer, qu'on appelle exécutive. Et celui-là, c'est pour en fait déterminer la capacité de cohésion d'une équipe dirigeante. Voilà, parce qu'en fait, une équipe dirigeante, elle peut très bien être très complémentaire en termes de compétences, hein, mais avoir des valeurs qui sont diamétralement opposées et à terme incompatibles. Et en fait, vous avez des sociétés d'investissement qui s'inquiètent de ça dès le démarrage, parce qu'effectivement, si on a un équipage qui est un attelage, je dirais, incompatible, eh bien, on risque de perdre beaucoup d'argent et d'énergie. Alors, si je développe un petit peu, donc la cohésion, ça permet de faire émerger des systèmes de valeurs, donc de générer l'engagement d'intégration. Ça permet également, vous allez voir, d'adresser les enjeux de gestion des talents. C'est des thématiques qui sont très à la mode actuellement. Et ça permet notamment d'identifier les leaders sociaux. Voilà. Et puis on adresse les enjeux de marque employeur. Pour la conduite du changement, donc c'est comment donner une vision commune et fédérer les gens sur un projet commun. Et les filières, c'est également du partage de pratiques. Voilà, exécutif, je viens d'en parler. Les bénéfices, donc on va développer des bénéfices en termes d'amélioration de qualité de service et de productivité, de baisse de turnover, et puis il y a des bénéfices qui est des ROI, retour sur investissement, qui existent en matière de qualité de vie au travail, ou bien également une étude que je vous invite à consulter, qui est faite par le BCG tous les ans, qui s'appelle Creating People Advantage, auprès de, je crois, 5000 DRH dans le monde, et qui montre qu'en fait, quand il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont appliquées par des entreprises, notamment les thématiques que l'on adresse, eh bien, vous avez des développements de chiffre d'affaires et de rentabilité qui sont bien supérieurs. Voilà. Donc, je vous propose, parce qu'on a fait pas mal de théories, de passer au produit. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. On va aller assez vite, mais ça va vous permettre de voir un peu comment ça s'implémente. Et on va faire un petit zoom sur la partie qui est la détection de communauté d'identification de leader. Donc en fait, on passe d'un écran... on
va montrer d'abord les étapes. On va passer d'un écran, ça marche? Ouais. Petit réglage. Voilà. Donc en fait, vous allez voir, il y a un écran de Community Manager et un écran de participant. Et en fait, on a deux grandes étapes dans le processus de cohésion. On a une première phase qui est on va construire le système de valeurs et une deuxième phase qui est on va le faire vivre. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est comment on construit le système de valeurs. Donc en fait, il y a une première étape, une étape de configuration. On va inviter les personnes à participer. Il y a des paramétrages de confidentialité. Deuxième étape, c'est donc l'étape 1, la création de valeurs. Donc les valeurs, en fait, un manager va pouvoir choisir un certain nombre de valeurs dans une base de données que l'on a, où il y a à peu près 150 valeurs, et il va les mettre en débat dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, les personnes vont pouvoir débattre, voter sur ces valeurs, et puis en proposer d'autres. Voilà. C'est comme ça qu'on va réussir à voir quelles sont les entreprises qu'on estime être les valeurs qu'on estime être des valeurs essentielles pour notre organisation. Étape 2, on va créer des enjeux. Les enjeux, ce sont des mises en situation. C'est des enjeux managériaux. Donc par exemple, vous avez des enjeux qui sont la capitalisation du savoir-faire, qui peuvent être l'innovation, qui peuvent être le développement international. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va mettre ces valeurs dans ces enjeux, et ce qui va nous permettre de définir des actions pour comment on va vivre ces valeurs dans le cadre de ces enjeux, avec quelle action. Donc on peut peut-être montrer, voilà, parce que là ça reste trop théorique. Voilà, donc les valeurs, vous voyez, on a choisi un certain nombre de valeurs, donc le travail, la transparence, satisfaction client, esprit d'équipe, créativité, voilà, on prend ce qu'on veut. Et puis donc le manager, il va proposer, donc on va passer côté Monsieur Langle, là, vous voyez, donc c'est un participant, et là il reçoit les valeurs, il peut voter sur les valeurs. Il peut poster des commentaires, il fait ce qu'il veut, il peut proposer des valeurs, donc je sais pas ce qu'on va proposer, la convivialité, voilà, donc c'est chacun qui propose ces valeurs-là, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On va recommencer. Et donc le manager peut accepter et refuser, et après vous avez le manager qui est le résultat de tous les votes, voilà. Et donc il peut dire, effectivement, je retiens les valeurs sur lesquelles il y a une adhésion, ou bien je ne les retiens pas. Enfin, je fais vraiment ce que je veux. Mais en tout cas, je vois, est-ce que les gens adhèrent aux valeurs? Les valeurs peuvent être suggérées aussi par les participants. Voilà. Et puis donc à la fin, on va passer à la brique sémantique. Donc là, on repasse côté Monsieur Langle. Et en fait, à chaque fois qu'on crée une valeur, on y associe un questionnaire sémantique. Voilà. Et donc là, le participant est invité à répondre à ces questions. En fait, ce sont des questions à contrainte, en fait. Et on va explorer 4 dimensions. Est-ce que la personne est active ou passive? Est-ce qu'elle est proactive ou réceptive? Donc c'est pas posé en clair comme ça, mais ça revient à ça. Un questionnaire qu'on a développé avec Harris Interactive, et ça va permettre de définir un profil sémantique. Donc chacun répond à ces questions. Et à la fin, on réussit à avoir des graphes étoiles où, en fait, on peut, au niveau du collectif, de l'organisation, déterminer en fait, le positionnement du collectif selon 4 axes. Est-ce que les gens ont une vision commune? Est-ce qu'ils ont une réceptivité? Est-ce qu'ils ont une capacité de collaboration, une capacité d'engagement? Et on va passer côté individu. Voilà. On repasse côté Monsieur Langle, et lui, il voit son graphe personnel, comment il se superpose par rapport au graphe collectif. Et avec chaque fois, si vous voulez, il y a des recommandations qui sont faites sur vous êtes à tel niveau, voilà ce que vous pouvez faire pour aller davantage dans le sens du collectif. Tout ça étant un modèle déclaratif, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une introspection où on va chercher l'information qui ne serait pas apparente, mais grâce à questionnaire, on peut se situer dans un groupe et au sein de ce groupe, en fonction des interactions qu'on va avoir avec les autres participants qui ont répondu au même questionnaire, on va pouvoir comme ça visualiser où on se situe et où les autres se situent, où on se situe par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'est la première étape. L'étape de création d'enjeux, donc là on avait un enjeu d'innovation.
on peut créer un enjeu. On ne va pas créer d'enjeu. On avance. Ok. Donc, après, on a une étape de création d'actions. Donc, les actions, c'est exactement le même processus que les valeurs. C'est-à-dire que le management propose un certain nombre d'actions qui sont débattues et enrichies par les participants. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple de valeur, d'action qui incarne une valeur, en fait. Donc, vous avez la première. Je vais mettre mes lunettes pour regarder quelque chose. Donc, vous avez l'enjeu innovation. Voilà. Dans lequel il y a une valeur qui est la valeur créativité, et l'action qui permet d'incarner cette valeur qui a été définie par le groupe, c'est par exemple de mettre en place des équipes de travail disciplinaires. Voilà. Ça, c'est une façon de s'assurer que la valeur créativité est portée dans cet enjeu-là. Voilà. Vous voyez un peu le type d'action qui permet d'incarner en fait. Donc une fois que ce débat a eu lieu, donc le débat collectif, on va après rentrer dans une logique de priorité. Donc là, on va retrouver, pour l'enjeu innovation, toutes les pratiques qui ont été définies d'une manière collaborative qui permettent de faire vivre cet enjeu-là. Et donc, M. Lang, il est invité à définir quelles sont ses priorités. Donc, priorité haute, moyenne ou basse. On peut dire que telle pratique, c'est important pour moi, ou ça n'est pas. Tout le monde fait la même chose pour chaque enjeu. Et donc, après, ça permet d'avoir une forme une priorisation. Donc, on va voir les valeurs qui sont placées. Voilà. Et puis on va voir après les actions qui correspondent à ces valeurs. Et on a, voilà, donc avec chaque fois des capacités de filtre. Et alors là, c'est là où on va voir en fait la capacité, ce qu'on fait avec Michel. Donc on a tous les participants qui sont listés, et en fait on est capable de voir quels sont ceux qui apportent le plus de cohésion et quels sont ceux qui apportent le plus de leadership. Voilà. La cohésion, c'est une forme de barycentre. Le leadership, c'est les gens qui proposaient peut-être que M. Lambert il a proposé une ou deux actions, mais tout le monde dit ça, c'est une pratique qui est essentielle, et donc on vote pour la pratique. Et derrière, ce qu'on peut faire, c'est on fait de la détection de communauté. On réussit à définir des clusters avec une correspondance de couleurs. Là, je peux vous passer la parole à Mathias. Là, ce qu'on a fait, c'est en se basant sur les travaux du LGI2P qui nous permet donc de faire de la détection de communauté. On utilise à la fois en fait la complémentarité que vont avoir les différents individus au niveau de leur positionnement sur les valeurs, c'est-à-dire à partir des questionnaires sur lesquels ils ont répondu, et en même temps la similarité qu'ils ont dans la priorisation qu'ils font des actions, qui nous permet en fait de définir une priorisation sur les valeurs elles-mêmes. Et à partir de là, en utilisant donc les travaux qui ont été menés, on va être capable de détecter des communautés. Donc là, c'est des communautés qui sont basées sur l'ensemble des valeurs qui étaient présentes dans le système, mais après, on peut très bien aussi proposer d'utiliser les valeurs comme filtre et de pouvoir choisir en fonction de telle ou telle valeur différentes communautés, et d'avoir les communautés qui se redessinent en fonction des valeurs qu'on va utiliser pour filtrer justement les individus. Un des intérêts pratiques, c'est de reconnaître des personnes qui auraient intérêt à travailler ensemble. C'est-à-dire des personnes qui sont dans une même communauté, c'est des personnes qui partagent des valeurs complémentaires et qui ont une similarité dans leurs objectifs, dans leur manière de concevoir leurs priorités. Et donc des personnes qui, au vu de ce qu'ils déclarent, sont plus à même d'avoir une synergie dans leur travail. Là, c'est bon ? Ouais, ok. Voilà, un dernier avantage de ça, c'est que le classement, je dirais, n'a pas grand sens en soi. Vous voyez, on peut être un petit peu devant, un petit peu derrière, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est surtout intéressant aussi, c'est qu'on peut détecter des personnes qui vont être des leaders de communauté, qu'on va pouvoir intégrer dans des groupes de travail après, vous voyez, pour construire des plans d'action sur l'appropriation des valeurs, ainsi de suite. Voilà. Une fois que cette étape de priorisation a été faite, on va avoir une étape d'optimisation. On va revenir en fait on va reprendre l'enjeu. Voilà.
Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des codes couleurs. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit Monsieur Langle, c'est les priorités qu'il a définies précédemment. Et en fait, en dessous, on voit des petits clignotants vert, orange, rouge qui apparaissent et qui lui permettent de voir comment il se positionne par rapport au collectif. Et là, il va pouvoir, s'il le souhaite, par exemple l'action 5, vous voyez, il a mis en priorité haute alors que le collectif l'a mis en priorité basse, il peut dire ok, je vais aller dans le sens du collectif, donc je baisse d'un cran. Voilà. Mais il peut dire, par exemple, l'action 4, les gens l'ont mis en priorité haute par moi, parce que pour moi c'est important, c'est la bonne place, donc je maille en phase sur ma priorité, je lui donne un poids plus important. Voilà. Donc les gens comme ça, si vous voulez, c'est une façon d'essayer de faire converger. Alors il y a des mécanismes psychologiques, Alexis pourra vous en parler longuement derrière, qui font que en fait il y a petit à petit une convergence qui se met en place en fait, parce que les gens, on pourrait dire tout le monde change tout dans le sens inverse, vous voyez, du coup on se retrouve à la case départ. En fait c'est pas ça ce qui se passe. Il y a une convergence qui se fait petit à petit. Voilà. Et donc en fait on va retrouver après, je dirais, notre classement qu'on voyait tout à l'heure, mais avec une nouvelle étape de nouveaux indicateurs, puisque forcément je dirais les priorités ont changé, donc les valeurs, priorité des valeurs et des actions n'est plus vraiment la même. Et puis on est capable de voir le nombre de personnes qui ont changé de position. Donc là, je crois sur notre base, on en a 27 sur 30 qui ont changé de position. On a un indice de convergence collective qui s'est amélioré. Donc voilà, ça c'est aussi un indicateur de progression. Et puis on détecte toujours nos communautés et nos leaders, mais les lignes ont bougé, donc c'est plus forcément les mêmes leaders et les mêmes communautés. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, si vous voulez, associé à ça, on a fait émerger des valeurs et des actions qui permettent d'incarner ces valeurs qui sont... tout le monde a pu s'exprimer, mais en fait émerge vraiment ce qui sort du lot, ce qui est important, ce qui va faire consensus. Alors on peut peut-être faire un tout petit zoom après sur le modèle de maturité, pour que vous voyez un peu, voilà. Donc après, si vous voulez, à chaque action, on associe des indicateurs et dont on va mesurer l'appropriation au fil du temps. Et ça permet de dire que, par exemple, cette entreprise-là, elle est dans un modèle de maturité, elle est à peu près à 3,4 sur, je ne sais plus, 2,5 sur 5, avec des valeurs qui sont appropriées d'une manière un peu différente. Et donc un DRH ou un directeur général d'entreprise peut dire, là, cette année, on est à 3,2 sur 5 en termes d'appropriation de nos valeurs, on peut essayer de passer à 3,5 ou à 4 l'année prochaine. Donc ça permet de définir des objectifs d'entreprise. Voilà, donc voilà l'outil, j'espère que c'est... on présentera rapidement, j'espère que vous avez compris un petit peu, je dirais, la philosophie, ce qu'on peut en faire. Mais vraiment l'idée, si vous voulez, c'est de donner la parole à tout le monde peut s'exprimer, pour construire ensemble le système de valeurs et faire émerger ce sur quoi on va se rejoindre. Donc en fait, on a travaillé beaucoup sur le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur que vous connaissez, parce que c'est essentiel dans l'appropriation d'un outil type réseau social. Donc en fait, quand on travaille sur les valeurs, on définit un petit peu les jalons, si vous voulez. Quand on travaille sur les valeurs, eh bien le participant, il a son profil, vous savez, le graphe étoile. Voilà. Le manager, il a une cartographie qui lui apparaît. Après, on a côté action, eh bien c'est l'individu lui-même, chaque participant qui dit quels sont ses objectifs, quelles sont les actions que moi je veux vivre autour de ces valeurs. Et puis le manager, il identifie des leviers que sont en fait ces actions. Quand on travaille sur les priorités, chaque participant dit quelles sont ses motivations. Vous voyez, c'est priorité haute, médiane ou basse. Voilà. Et puis le manager, il réussit à détecter des leaders sur lesquels il va s'appuyer et puis à définir un plan d'action. Et puis dans la phase de mise en pratique, eh bien, on n'a pas vu ça, mais en fait on a des logiques de badge. En fait, on fait appel à des ressorts, des mécanismes de gamification qui permettent en fait, quand vous vivez bien une valeur, eh bien, de gagner des badges. Quand vous la laissez un peu de côté, vous perdez des badges. Voilà, on a ces logiques de gamification qu'on met en place. Voilà. Et donc le manager, lui, il peut, avec ses mécaniques de gamification, créer des capacités incentives. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les indicateurs qu'on associe à l'appropriation des valeurs, ce n'est pas des indicateurs qui sont, je dirais comme ça, qu'on sort d'un chapeau. C'est en fait l'activité de l'entreprise qu'on va mettre en perspective de l'appropriation d'un système de valeurs. Je vais simplement donner un exemple. Si par exemple on prend la valeur confiance, associée à la valeur confiance, vous avez une pratique qui peut être tenir les engagements.
Eh bien, tenir les engagements pour un service commercial, ça va être de réaliser le chiffre d'affaires, donc ils vont avoir un objectif de chiffre d'affaires. Pour une entité de support, ça va être de traiter, je sais pas moi, 90% des réclamations en moins de 2 jours, et ainsi de suite. Vous voyez, donc en fait, les valeurs, c'est des pratiques qui sont assez génériques pour que tout le monde s'y retrouve. Et puis derrière, les indicateurs sont vraiment associés à votre activité du quotidien. Et donc c'est comme ça en fait qu'on met en perspective de l'appropriation d'un système de valeurs une activité d'entreprise. Alors, le champ d'application, eh bien, on peut appliquer l'outil de construction de système de valeurs à l'entreprise. On peut l'étendre quand on invite des personnes à participer à ce système de valeurs à l'entreprise étendue, au périphérie de l'entreprise ou également à l'écosystème. Ce qui permet en fait de créer des containers de participants et de valeurs qui sont à géométrie variable et qui permettent d'adresser des enjeux qui sont différents en fait. Alors notre positionnement, en fait, on est sur 2 axes. Notre outil, il traite des valeurs, voilà, et puis on travaille dans l'interactivité sociale. Alors notre positionnement, on a positionné un certain nombre d'acteurs sur cette cartographie. Il y a 3 types d'acteurs en fait. Il y a des cabinets de conseil, de consultants qui travaillent sur les valeurs, qui ont parfois des outils. Vous avez pas mal d'outils style Serious Game, et puis vous avez, donc ça c'est en orange, et puis vous avez tous les réseaux sociaux. Alors nous en fait, dans notre approche, on est 100% valeur, voilà, on est axé à la droite, et en ce qui concerne l'interactivité sociale, vous avez d'abord des modèles qui sont déclaratifs, on saisit des données, puis il n'en ressort pas grand-chose. Vous avez un peu plus abouti des modèles qui apportent une restitution, par exemple le MBTI, si ça vous dit quelque chose, c'est du profilage. Le graphe étoile, c'est un peu une approche MBTI. Si on en restait à ce niveau-là, on ferait de la restitution en fonction des données que vous mettez en entrée. On est capable de vous dire, vous avez tel profil. Vous avez après les modèles interactifs, tous les réseaux sociaux, voilà, c'est hautement interactif. Et vous avez un modèle encore plus abouti, qui est le modèle coopératif, c'est-à-dire que pour trouver la solution, on peut la trouver d'une manière collaborative, qu'en se mettant tous autour de travailler sur cette problématique. Voilà. Et donc nous, en fait, notre positionnement, il est 100% valeur et on est totalement interactif. Le modèle le plus abouti. En termes de positionnement, donc en fait, on s'adresse essentiellement en génération Y et Z, qu'on va retrouver dans les académies, qui est pour moi une activité qui démarre très très fort, les entreprises et puis les particuliers. La vision, donc là je vais passer la parole à Alexis. Éléments qui vont apparaître comme des banalités pour certains et puis pour d'autres ça permettra de redonner un cadre. Donc l'arrivée des réseaux sociaux, donc l'édition collaborative des publications, désormais lorsqu'on est sur la toile on peut éditer directement des éléments avec cet effet de bord et qui aujourd'hui est largement commenté, qui est l'infobésité, puisque le fait que tout le monde puisse participer et créer du contenu, du coup le contenu est surabondant et on a des difficultés à lire. Deuxième élément, c'est l'arrivée des réseaux sociaux d'entreprise, cette fois-ci, dans les entreprises, et qui apporte en fait de nouveaux modes d'organisation avec une information qui devient transversale, ascendante, et avec aussi cet effet qui est commenté aujourd'hui et qui est assez néfaste, qui est la confusion des flux, c'est-à-dire que quand des flux arrivent de tous bords, et bien en fait on ne sait pas auquel donner de l'importance, et donc du coup ça génère de l'angoisse et dans l'organisation des dysfonctionnements. Troisième élément qui est largement commenté depuis pas mal d'années, donc les big data, avec aussi ce constat maintenant qui est partagé qu'il ne suffit pas d'avoir des données pour pouvoir avoir des corrélations qui ont du sens, mais encore faut-il avoir des données qui sont intelligentes pour pouvoir les fouiller, donc avoir des données marquées. Et la difficulté étant de pouvoir avoir des critères lisibles sur ces données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de faire des recommandations sur des données structurées, mais ensuite, la difficulté ensuite c'est de pouvoir donner accès à ces données, donner une capacité d'action sur ces données, donner une capacité à les mettre en œuvre, à en faire des foncteurs, en fait, à en faire des filtres. C'est-à-dire des données qu'on peut manipuler pour manipuler d'autres données et comme ça avoir vraiment une capacité d'action. Et pour nous les valeurs ce sont des données. Ce sont des données qui permettent de générer d'autres données et comme ça d'organiser en fait un parcours utilisateur où l'utilisateur est mis au centre de sa capacité d'action.
mettant en perspective d'autres données, et puis c'est un filtre qui est choisi, sur lequel on peut moduler, qu'on peut construire, qu'on peut établir comme un système de valeurs personnelles, et donc qu'on peut comme ça utiliser pour évoluer dans différentes organisations et différents mêmes environnements. Donc là, par exemple, on a l'exemple de Dominique qui est dans un supermarché. C'est ma tante, en fait. Elle était dans un supermarché bio. Et elle est en train de scanner un produit. Et en fait, elle a un Walkman, enfin un Walkman, je sais plus comment, des écouteurs. Et à partir de ces écouteurs, elle sait si ce produit correspond à ses valeurs. Pas simplement sur 1 ou 2 critères comme bio ou développement solidaire, mais sur 200, 300, 400, 500 critères qui n'ont pas été enregistrés par Dominique, mais par tous les participants du réseau social qui ont mis en perspective les données à travers les valeurs et qui permettent du coup d'avoir une lisibilité sur les produits qui sont à l'achat. Ce qui apporte une capacité à rendre accessible la chaîne de production. On sait désormais d'où ça vient, quelles sont les valeurs qui ont été derrière le processus de production. Pour les consommateurs, c'est une capacité comme ça à construire un système de valeurs qui correspondent à ce qu'ils ont envie d'établir au vu de leurs préoccupations. À titre personnel, je me soucie du réchauffement climatique, mais je me soucie encore davantage de la biodiversité, qui est quelque chose d'irréversible, alors que le réchauffement climatique, on pourra certainement revenir dessus d'une manière ou d'une autre. Et pour les marques, c'est ça l'intérêt, et je dirais la subtilité aussi dans la démarche, c'est que ça a aussi un intérêt, puisque aujourd'hui, les marques ont un souci de parler le langage de leurs consommateurs, et ils savent que les meilleurs vendeurs d'une marque, ce sont les consommateurs d'une marque. Et donc, connaître les valeurs des participants, c'est pouvoir créer en fait une communication qui est adaptée à ceux qui vont acheter ultimement le produit, et comme ça, parler le langage de ceux qui sont directement consommateurs. Donc tout le monde se rejoint, c'est idéal. Et ça, on appelle ça bien évidemment prospective et puis vision aussi, parce que je dirais que c'est le moyen terme, voire le moyen long terme de notre outil. Alors, pour donner un petit panorama, en fait, je dirais un peu logique, philosophique peut-être de l'outil, je dirais qu'il y a peut-être 2 méthodes, principalement pour situer les relations humaines. La méthode qui était déjà décrite par Tim Berners-Lee en 1994 et qui aujourd'hui est celle du web, enfin après je parle peut-être devant certains connaisseurs, donc peut-être que le web est déjà plus avancé que ce que j'en comprends. En tout cas, ce que je comprends aujourd'hui du web, c'est que le web fonctionne comme une cartographie où on établit un plan, donc c'est la première image. Sur ce plan, on superpose des coordonnées. Donc les coordonnées, par exemple, c'est je vais dans une association, je vais à la piscine, je vais dans les différentes activités où je suis inscrit. Et aujourd'hui, ces activités, elles sont numérisées. Où que j'aille, je passe par Internet. Et donc du coup, j'évolue dans un plan sur lequel il y a des coordonnées et je m'intègre dans le plan par les coordonnées. C'est-à-dire j'évolue dans un milieu qui est représenté sur la toile comme étant un espace de vie dans lequel j'évolue en synchronie avec la relation que j'entretiens à mon environnement et l'environnement lui-même dans lequel je me situe. La vision de la création est un peu différente, c'est qu'on part de la relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une cartographie où on établit des points de coordonnées, on est sur des perspectives où la personne entre en relation avec le dispositif à travers la perspective qu'elle établit, qu'elle construit, qu'elle module, qu'elle travaille, qu'elle fait évoluer au fur et à mesure. Pour ça, elle établit un profil relationnel. Donc c'est le fameux questionnaire sémantique qui lui permet de déterminer une manière d'interagir avec son environnement, avec les autres personnes qu'elle va rencontrer sur la toile et sur le réseau. Donc ces modalités, elles sont assez simples, enfin elles sont un peu plus poussées quand on regarde dans le détail, mais au final c'est les relations humaines, c'est-à-dire donner, recevoir, s'exprimer, avoir, partager. À partir de ces relations-là, on est capable, sur une base d'interaction de profil relationnel, de déterminer en fait un graphe social sémantique, c'est-à-dire qu'un graphe où les personnes sont en relation les unes par rapport aux autres à travers ce contenu sémantique, c'est-à-dire cette valeur qui a du sens pour la personne et qui a du sens au niveau de son profil, qu'elle a elle-même établi et qu'elle construit et qu'elle enrichit et qu'elle vient agrémenter au fur et à mesure de ses interactions des différents milieux, espaces qu'elle traverse. Et tout ça permettant ensuite, dans chacun de ces espaces, d'établir des communautés qui sont structurées, qui vont être structurées par les différents profils de chacune des personnes, tel qu'il est construit, tel qu'il est augmenté en fait. J'explique ça ? Non. Alors, ouais.
là pour expliquer. C'est un pointeur. Ouais, c'est un schéma assez complexe. Bon, en fait, ça, c'est une cartographie du Web 2.0. Donc, tel que je le comprends. Après, encore une fois, ma vision est peut-être limitée. Donc, en fait, on a dans les axes les différents modes de production du contenu, la manière dont on crée du contenu, on le produit. Ensuite, on a avec les couleurs les motivations à créer ce contenu, donc le besoin de communiquer, c'est l'expression, l'expertise, c'est la quête de reconnaissance, l'intimité, c'est la recherche identitaire, et on a ensuite 4 grandes zones qui sont en fait cette fois-ci pas les modes de production du contenu, mais les dynamiques identitaires et de construction du contenu. Donc avec des modes qui sont très connus, donc le selfish où la personne est mise au centre, le collaboratif, là on est plutôt dans un fonctionnement de tribu, de groupe, tout ce qui fait office de recommandation, et puis la démarche plutôt encyclopédique qui est la construction du savoir en tant que tel. Donc au croisement de ces axes, on a différents réseaux sociaux que vous reconnaîtrez, que vous connaissez très certainement. En matière de partage de contenu, il y a tout ce qu'on peut appeler du social branding, donc avec Facebook, Twitter, où là il est question de partager le contenu plutôt que le créer. Au niveau de la création du contenu, tout ce qui concerne les tribus, cercles d'amis avec WhatsApp, Snapchat, Vine, donc où le contenu cette fois-ci est l'objet d'une communication, d'une construction où les personnes sont vraiment créatives. Et puis, à l'intermédiaire du selfish et du collaboratif, c'est tout ce qui concerne les jeux de guilde, donc, comme World of Warcraft, donc, où ici, on est dans une démarche vraiment identitaire. Au niveau collaboratif, côté interprétation du contenu cette fois-ci, c'est-à-dire le fait de donner du sens, de donner une signification, on a l'apparition d'un phénomène, à mon avis, qui va aller croissant, sa croissance dans les années à venir, qui est ce que j'appelle les constructions ludiques. C'est la construction d'environnements dans lequel les personnes peuvent créer et où la création elle-même apporte une signification, apporte un véritable intérêt du fait de la construction, comme Minecraft. En matière de connaissance de soi, donc des réseaux qui existent depuis quand même pas mal d'années, comme Ask ou Yahoo Answer, où les personnes en fait vont chercher à se comprendre en posant des questions à d'autres personnes, et où le contenu cette fois-ci va être vraiment centré sur la construction personnelle, le développement personnel, et où les réponses attendues concernent en fait d'autres acteurs qui n'ont pas forcément une expertise particulière. Donc on reste dans le collaboratif, mais on entre déjà dans la recommandation. En matière de recommandation, dans l'interprétation du contenu, on a tous les sites d'avis comme Allociné, TripAdvisor et puis tous les sites e-marchands où cette fois-ci c'est les objets de consommation eux-mêmes qui font objet de recommandations. Dans la matière d'organisation du contenu, donc ce que j'appelle organiser un contenu, c'est le fait de le mettre en perspective, de l'inscrire dans une vision en fait, de lui donner un sens. On a tous les réseaux d'albums d'art comme Pinterest, où cette fois-ci on va mettre en scène des fils de discussion autour des fils des déroulements d'objets d'art ou de design ou autre autour de manière avec une thématique. Et puis des phénomènes qui sont assez peu connus du grand public, mais qui sont très intéressants, comme les phénomènes de curation, donc avec Pearltree, Scoopit, où cette fois-ci le contenu est à mi-chemin entre la recommandation et l'encyclopédie, puisqu'en fait les contenus, on va les inscrire dans une démarche où on va leur donner, les établir dans une vision, leur donner une thématique, leur donner du sens pour les autres chercheurs de ce contenu, et en même temps dans une démarche où on cherche déjà à modéliser un savoir, à construire un savoir. Avec ensuite, dans cette démarche aussi, tout ce qui concerne de nouveau la recherche identitaire, mais cette fois-ci avec une finalité qui est vraiment plutôt autour de la médecine ou de la santé. Michel Serres, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois qu'il est déjà intervenu ici plusieurs fois, disait qu'aujourd'hui on est passé dans l'ère de la présomption d'incompétence. Avant, quand on allait voir un médecin, on écoutait le médecin, il était le sachant en tant que tel, c'est-à-dire que c'est lui qui allait donner les indications, et on lui faisait confiance. Désormais, quand on va voir le médecin, on sait par avance quelle est notre maladie, on sait par avance quels sont les médicaments qu'on peut prendre ou ne pas prendre, parce qu'on s'est déjà renseigné sur Doctissimo, et on lui dira effectivement ce médicament fait effet, mais il y a une vache en Hongrie qui en a mangé 1 kilo, elle en est morte, et donc du coup je ne vais pas consommer ce médicament parce que je risque pour ma santé. Et puis là, de manière un peu plus sérieuse,
mais c'est un peu dans cette démarche aussi, c'est tout ce qu'on appelle les Q&A networks, qui sont en fait des réseaux de savoir, où cette fois-ci les répondants sont des experts qui sont reconnus par la communauté ou qui sont des experts comme dans Quora, où en fait les personnes vont être reconnues, vont intervenir au nom d'une expertise qu'ils ont par ailleurs. Et puis les réseaux de savoir type Wikipédia qui sont bien connus. Donc dans ce contexte-là, nous on intervient à 4 niveaux. Et on vient en fait remplir les trous, on est des bouches-trous, voilà, pour des phénomènes qui ne sont pas vraiment couverts. Donc au croisement du selfish et du collaboratif, ce qui manque peut-être c'est de la sagesse. Parce qu'en fait, quand on construit une identité, cette identité elle n'a pas forcément du sens. Quand on construit un profil sur World of Warcraft, on acquiert une compétence, mais cette compétence-là, à part dans World of Warcraft, elle n'a pas vraiment d'utilité. Ce qu'on essaie d'apporter à travers les valeurs, c'est un contenu qui est créé, qui est modulé, qui est construit, mais qui a du sens puisqu'on travaille sur les valeurs et les valeurs en tant que telles, elles sont sinon universelles, en tout cas partagées par plusieurs personnes au-delà du réseau lui-même. Quant à l'interprétation du contenu, en matière de pertinence, l'enjeu, c'est un enjeu de sélection aussi de l'information, de pertinence, puisque le contenu qui est produit par tout et n'importe qui, il n'a pas forcément du sens, il n'a pas forcément en tant que tel une expertise qu'on peut reconnaître. Et donc du coup là, l'intérêt de passer par les valeurs, c'est de pouvoir cibler, de pouvoir construire un savoir qui va avoir du sens. Et qui va être reconnu comme tel. Au niveau de l'encyclopédie, la recommandation, la capacité à distinguer le contenu, c'est-à-dire à pouvoir avoir ces fameux filtres dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir justement sélectionner le contenu qui nous intéresse et de pouvoir créer des scénarios d'appropriation du contenu en fonction de ce qu'on veut voir apparaître dans son profil et dans son parcours. Et au niveau de l'expertise en tant que telle, c'est peut-être l'universalité, justement, c'est la prétention et la présomption peut-être, mais l'ambition aussi de la philosophie, à rassembler le contenu de manière universelle, à créer... alors, la création n'est pas un système, c'est un moteur, mais le moteur en tant que tel permet aussi d'agréger et de créer je dirais un fil conducteur, une valeur entre les valeurs pour pouvoir justement donner une forme universelle au partage de contenu. Je vais laisser la parole à Michel maintenant. Tu veux conclure peut-être ? On a juste un slide de conclusion. Simplement pour dire que en fait, notre offre de valeur, c'est d'être catalyseur de valeur. Voilà, pour faire face en fait aux évolutions des enjeux des ressources humaines dans les organisations, apportées par tous les nouveaux modes de socialisation, tout ce que j'ai présenté au départ. Nos forces, en fait, c'est qu'on mobilise une technologie sociale qui est innovante. Hein, vous avez vu, on ne la voit pas dans beaucoup de produits. Elle apporte réellement de nouvelles capacités de cohésion, en fait, en détectant des capacités à fédérer des communautés sur le réseau et détecter des leaders. Et en fait, ça permet de recréer, en fait, de redonner du sens à des communautés et donc d'améliorer la productivité parce qu'en fait, ça rebooste les équipes et c'est ce que l'on constate dans l'usage de notre produit. Voilà, merci. Oui, donc, est-ce que vous avez des questions ? Petite question. C'est beaucoup de valeurs. Est-ce que si on réduit les employés ou les hommes juste aux valeurs, est-ce qu'on ne perd pas un peu l'aspect humain ? Tu veux ? Ouais, c'est philosophe. En fait, en dehors des valeurs, l'humain n'est pas grand-chose.
parce que l'humain il se construit à travers des relations et que toutes les relations se construisent à travers des valeurs. Donc si tu veux déterminer un mode relationnel, c'est-à-dire une humanité, il faut construire cette humanité. Ce qui aujourd'hui est partagé par beaucoup, peut-être pas par tout le monde, mais en tout cas par beaucoup, c'est que notre humanité est une construction, donc qui découle en fait de modes relationnels qui ont été établis pas que par les philosophes, mais ils y ont largement contribué, et par des concepts en fait. Et donc on parle de transhumanisme aujourd'hui, et Accrétion s'inscrit peut-être dans cette démarche dans le transhumanisme, d'apporter un outil de construction d'une humanité, et surtout de plusieurs humanités, puisque derrière des valeurs, et ben en fait on construit des humanités. La question par contre qu'il faut voir, qui aurait peut-être derrière, c'est les valeurs, c'est un mode d'évaluation. Or, tout dans l'humain n'est pas évalué. Mais ce qui constitue l'humanité, comment dire, au-delà de l'évaluation, c'est surtout le mode relationnel et la manière dont on détermine la relation entre les personnes. Et ça, c'est intensif. C'est-à-dire que c'est pas purement quantitatif, mais ça répond à un principe de quantification qu'on ne va pas forcément situer dans une échelle, et Accrétion n'est pas là pour classer ou pour catégoriser ou pour inscrire dans une échelle, mais pour vraiment modéliser quelque chose qui va être en fait ad hoc, hein, c'est-à-dire c'est à un moment donné, dans une communauté donnée, et qui va répondre à un certain principe relationnel qui est en construction, et qui va évoluer en fonction des différents espaces où les personnes vont évoluer, et donc du coup qui est complètement circonstancié. Et c'est en ça que ça offre une multiplicité de perspectives, et donc du coup une multiplicité de construction des humanités. Juste une autre réponse sur un axe complètement peut-être complémentaire, c'est qu'en fait, au contraire, je pense que l'importance des valeurs, on l'a beaucoup escamoté pendant une génération où en fait c'était des trucs, je dirais, un peu insaisissables, intéressants, mais bon. Et en fait, on s'aperçoit, on le voit énormément dans les discours, dans tout type de niveau de la société, où on a des clients qui sont aussi bien des entreprises que de l'information, que de la politique. Et c'est vrai qu'on voit des événements récents, enfin je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en fait on se pose quand même, ça renvoie pas mal à des questions de valeur, qui n'ont rien de moral ou d'éthique, c'est vraiment qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait que la Gironde on va faire des choses ou pas les faire. Voilà, qu'est-ce qui est important. Sur votre outil, l'individu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les valeurs partagées et ses valeurs à lui, ou il voit aussi les valeurs individuelles des autres utilisateurs? Il a accès à ce qui lui est personnel, il ne voit pas le profil individuel des autres personnes. En standard, même le manager ne le voit pas en fait. Voilà. Il ne voit pas le classement des personnes non plus. Donc il voit vraiment, en fait, lui, il interagit avec d'autres, il construit son profil, il voit ce qui est strictement personnel, et il a quelques restitutions collectives, notamment, vous savez, les codes couleurs, en fait, quand il va le situer par rapport au collectif, mais après, il est libre il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, il peut faire bouger les lignes. Et justement, quand vous construisez le radar du groupe, là, vous avez parlé d'un groupe, c'est quoi le critère d'agrégation? C'est une moyenne? Parce que du coup, vous allez très certainement masquer les différences peut-être qu'il pourrait y avoir dans les individus. En fait, c'est ce que j'ai précisé, c'est que c'est du déclaratif, hein. On n'est pas dans l'introspection, donc il n'y a pas de raisonnement caché derrière. Les personnes se déclarent dans telle ou telle dimension à travers les questionnaires, et en fonction de ces dimensions-là, on détermine des interactions entre les personnes. Donc les personnes ont des profils dynamiques avec lesquels elles interagissent en étant sur le réseau. Et ces interactions-là, c'est des interactions qui sont du type relationnel, c'est derrière de donner, recevoir, avoir, exprimer, derrière les questions.
Et ces relations-là, ensuite, on les met en perspective d'une fonction d'énergie, en fait, on peut l'appeler comme ça. On va faire circuler des flux à travers les profils qui sont eux-mêmes reliés par un deuxième niveau d'information qui sont les priorités. Et en fonction de l'agrégation entre les profils interactionnels et la fonction d'énergie qui circule par des niveaux d'incrémentation dépendant en fait des priorités de chaque individu, on est capable comme ça, pour un ensemble de valeurs données, qu'on peut choisir aussi de déterminer comment est-ce que la fonction augmente ou diminue la circulation de l'énergie, et donc comment est-ce que les personnes sont capables relationnellement de faire circuler l'énergie et donc du coup de se relier dans le graphe social en fait. C'est la réponse, mais peut-être que ça pourrait le faire. En fait, alors ça c'est aussi une subtilité du principe du logiciel, c'est qu'en fait on ne regroupe pas des personnes sur des valeurs qui sont similaires, mais des manières complémentaires d'aborder les valeurs. C'est-à-dire par rapport à une valeur donnée, je ne sais pas, j'estime par exemple que sur telle ou telle valeur, je prends des initiatives, je suis prêt à mener un groupe sur telle ou telle valeur, et puis une autre personne qui dit bah voilà, moi cette valeur-là, je la partage, en revanche, je ne suis pas meneur. Donc du coup, cette personne qui se retrouve avec des meneurs, elle va avoir une complémentarité avec les meneurs. Donc du coup, elle ne partage pas le même profil par rapport à la valeur, elle partage un profil complémentaire par rapport à d'autres personnes. Et tout le principe du profilage, entre guillemets, c'est de mesurer justement le degré d'interaction qu'il peut y avoir entre différentes personnes au sein d'un groupe, ou même de profil à profil en fait. Donc on n'est jamais sur du recoupement vraiment de valeurs identiques. Le second élément, c'est qu'en fait, on peut avoir une multiplicité de valeurs. On peut créer n'importe quelle valeur sur le système, dans le moteur, parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas au contenu de la valeur lui-même, mais on s'intéresse à la manière dont les personnes vont interagir par rapport à cette valeur. Donc c'est vraiment la relation qu'on entretient à cette valeur, et non pas le contenu de la valeur lui-même qui, au final, n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ce qui est un peu un pied de nez à toute une tradition philosophique et autres qui s'intéressait surtout à définir les concepts pour ensuite les articuler. Et là, l'enjeu, c'est d'abord les articuler, et en fonction de l'articulation, on voit comment on peut les définir. Mais la définition n'a pas d'intérêt. Oui, deux éléments rapidement. Donc, on a créé la convivialité tout à l'heure, qui était un exemple. Hein. On peut créer n'importe quoi, la valeur siège, si vous estimez que c'est essentiel dans votre vie d'être bien assis. Vous voyez, donc on crée exactement ce qu'on veut. C'est pas la valeur, c'est ce que nous dit Alexis, c'est la manière dont on interagit avec. Le deuxième élément, c'est que une illustration. En fait, on travaille avec une société de conseil, hein, qui est une grosse boîte française. En fait, ils utilisent l'outil dans des processus de transformation. Ils réunissent 50-100 managers pour voir, en fait, dans un processus de transformation, quelles sont les valeurs sur lesquelles les gens vont se retrouver. Et en fait, on part d'une table rase. C'est-à-dire qu'en fait, le community manager ne propose rien. Il dit bon voilà, vous avez une heure, quelles sont les valeurs qui nous paraissent importantes, qui représentent notre organisation. Voilà. Et donc, vous voyez toutes sortes de trucs qui sortent. Et comme ça, vous voyez, ça permet de faire remonter ce qui va faire consensus. Ça va créer en fait une cohésion, une identité d'entreprise. En fait, si vous voulez, notre outil n'est pas pour une construction personnelle, même si ça renvoie forcément à des éléments personnels. Voilà, parce que je dis que moi j'interagis de telle manière avec telle valeur, mais en tout cas c'est une construction collective. Donc c'est normal qu'on fasse émerger sur quoi les gens vont se rejoindre collectivement. Merci. Vous voyez, on vient sur l'indice de leadership que j'ai. Comment vous faites pour le calculer Ah là, ça va. Alors, ça, je vais peut-être. Ça marche. Alors, le leadership, la manière dont c'est calculé, c'est-à-dire que les gens ont la capacité de proposer à la fois des valeurs et des actions qui vont être soit réintégrées dans le système, soit refusées par l'animateur. Et en fait, associé à ça, donc on va garder la trace des personnes qui ont proposé certaines valeurs et certaines actions. Et au vu après des priorisations qu'il va y avoir sur ces actions et sur ces valeurs et le classement qu'elles vont avoir par la suite avec le moteur, et notamment par rapport à la fonction dont Alexis a parlé, qui est cette fonction d'énergie
qui se passe sur les interactions au niveau des valeurs, on va être capable de donner un score en fait aux différentes personnes au vu des actions qui sont proposées. Par exemple, quelqu'un qui a proposé 10 valeurs qui n'ont pas été reprises ou qui n'ont pas été plébiscitées par l'ensemble de la communauté va gagner moins de points que quelqu'un qui aurait proposé une valeur où tout le monde a voté pour cette valeur et où les personnes ont placé cette valeur comme étant une valeur prioritaire au vu des actions qui sont choisies. Donc c'est calculé par rapport à l'ordre que l'individu a dans sa tête sur l'ensemble des actions et l'ordre collectif sur l'ensemble des actions. Mais par rapport à l'ordre, le delta il soit entre l'ordre collectif sur les actions et l'inclination initiale de l'individu, où cet individu il change aussi d'avis au fil du processus. Ouais. Donc l'indice de leadership il est calculé entre l'indice collectif, enfin l'ordre collectif et l'ordre initial de l'individu, ou bien entre l'ordre final de l'individu et l'ordre final du collectif. Non, il est calculé en fait sur l'ordre collectif. C'est-à-dire que c'est ce qui a été généré collectivement. Quand on arrive à la phase, en fait, après la première phase de positionnement de tous les individus, c'est après cette première phase-là qu'on va être capable de calculer en fait le score pour chaque individu. Et après, au vu à chaque optimisation, le score va être recalculé, parce qu'après il y a une séance où on peut optimiser et modifier donc les positionnements, et ce score-là va être recalculé au vu des différentes optimisations. Donc sur le même principe, vous pourriez calculer un indice de follower pour chaque individu. Oui. Oui. Et pour chaque individu, vous pourriez définir les autres comme une espèce d'ensemble flou avec un degré de follower sur chacun. Comme des followers potentiels avec des degrés qui sont plus ou moins. On pourrait faire ça. Après, si vous voulez, nous on a pris, on a fait des arbitrages. Ce qui nous paraissait le plus pertinent, c'est prendre un certain nombre de facteurs, de les pondérer d'une manière, je dirais, qui va probablement évoluer aussi avec les retours d'expérience qu'on va avoir. Mais voilà, c'est un système dynamique et qui prend en compte un certain nombre de facteurs, sachant que le leadership, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, les trois premiers, on peut dire qu'ils sont au même niveau, vous voyez, à moins qu'il y ait des écarts très très importants, mais on n'a pas, c'est pas parce qu'on dit qu'une personne est à 97 et l'autre est à 96 que effectivement il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment, on définit en fait un peu des tendances et des groupes de personnes. Est-ce qu'il y a un moyen de moduler l'indice de leadership? Parce qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir proposer des valeurs via Internet, des projets, des enjeux, mais qui, dans la vraie vie, entre guillemets, ne vont pas être capables de les mener à bien parce qu'ils sont fatigués, trop réservés, et qu'ils sont pas... En fait, notre outil qui est un réseau social, il donne normalement plus de liberté aux personnes de s'exprimer. On n'a pas parlé du tout, mais il y a des profils de confidentialité qui permettent de s'exprimer via des pseudos et ainsi de suite. Donc là, on pourrait encore en parler pendant longtemps, mais bon, il faudrait qu'on arrête. Mais enfin, si vous voulez, on met en place des capacités pour que, en fonction de la culture d'organisation, les personnes s'expriment librement. Donc après, si vous voulez, si les personnes ne se saisissent pas du forum qui leur est offert au travers de cet outil, on ne peut pas trop aller contre ça, quoi. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une capacité d'expression qui est libre et qui est normalement facilitée par la façon dont on paramètre l'outil. Après, si vous voulez, c'est l'adhésion des autres. Est-ce que les personnes se reconnaissent dans ces valeurs, ces propositions? Là, je dirais, si la réponse est non, la personne n'est peut-être pas leader, quoi. Vous voyez, donc... Vous pouvez vous exprimer, en tout cas, vous pouvez dire vraiment ce que vous avez envie de dire, et ça, c'est important. Mais après, ce qui va remonter, c'est vraiment ce sur quoi les gens vont se rejoindre, en fait. Juste pour appuyer un peu ça, l'idée, c'est que
le manager ne sait pas qui est la personne qui a fait la proposition, à part si lui-même demande, quand il a la liste des leaders, à la personne si elle veut bien se révéler de savoir quelles ont été les propositions qu'il a faites, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où il reçoit les propositions d'action ou de valeur, il ne sait pas qui l'a fait. Donc ça permet à l'utilisateur de pouvoir proposer librement sans avoir la peur de pas oser du jugement des autres et de s'exprimer. Et puis l'idée, c'est pas tellement de savoir qui est bon pour proposer ou pas, c'est plutôt d'essayer de trouver les personnes sur qui on va pouvoir s'appuyer pour mettre en place les différentes actions qui ont été proposées, quoi. C'est-à-dire de voir si ces personnes-là qui vont sûrement être moteurs si on met ces actions après dans le quotidien et dans l'entreprise. Puis le support en tant que dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une situation donnée au départ qui est déclarative, et puis ensuite les indicateurs permettent de voir quelle est la réalité de la situation. Et chaque personne elle-même peut se situer dans cette situation-là, dans cette dynamique-là, à travers la restitution qui lui est faite, et donc du coup pouvoir faire évoluer son profil et se repositionner pour arriver à une compréhension de ces interactions qui correspond à la réalité de ce qu'elle fait. Une autre question ? C'est un cas en fait qu'on n'a pas encore travaillé mais qu'on va faire. C'est la capacité de discernement dans les choix professionnels à travers les valeurs en fait. C'est-à-dire qu'on prend une liste au moment d'établir ton cursus, tu peux choisir tes matières, après tu choisis plutôt ton cursus dans lequel il y a des matières. Et ce qu'on entrevoit, et on a eu des confirmations avec des experts, c'est que derrière des matières, il y a des valeurs. C'est-à-dire des manières de... je sais pas, Gabriel donne à chaque fois l'exemple de la rigueur pour certains métiers. Donc des modes relationnels qui sont plus propices, dans lesquels les métiers sont plus... où tu as plus de facilité et de capacité en fait, à suivre en fait. Donc en fonction de ces valeurs-là, tu peux comme ça discerner quels sont tes métiers, les métiers dans lesquels tu vas pouvoir exceller au vu de tes valeurs. Par exemple, si on prend les métiers de financier ou d'audit, ça va peut-être faire appel à des valeurs d'intégrité, de rigueur. Voilà. Si on prend des métiers commerciaux, c'est plutôt des valeurs de communication, d'empathie ou autre. Voilà. Et l'idée en fait c'est de construire par rapport à ces métiers. Enfin, on est en train de travailler dessus, hein, donc ce sera prêt en septembre, mais avec un cas réel avec une université. On est en train de construire ce référentiel pour permettre en fait aux personnes de pouvoir mieux comprendre en fait vers quel métier s'orienter en fonction de ce qui est important pour elles en termes de valeurs. On a un autre exemple, ce qui me vient à l'esprit, une autre grande école où en fait les gens viennent au départ, on leur dit à la sortie vous ferez 5 métiers et en fait c'est pas 5, c'est 60. Mais en fait en termes de communication on ne peut pas communiquer sur 60, donc on communique sur 5. Et donc l'idée en fait c'est avec notre outil c'est de pouvoir en fait mieux serrer parmi ces 60 métiers, quels sont ceux qui vont me correspondre, dans lesquels je vais pouvoir exercer les choses qui sont importantes pour moi en termes de valeur. Et ces critères-là, tu les construis au fur et à mesure à travers les interactions que tu as sur la plateforme, dans l'environnement académique où tu es en fait. Donc c'est en fonction de ces interactions-là, tu vas pouvoir voir évoluer ton profil et du coup avoir des éléments de discernement. Après, ça reste des critères parmi d'autres. C'est certainement peut-être pas les plus importants, mais en tout cas, ils peuvent être déterminants dans un cheminement, quoi. La question ne donne pas le seul type de critère, mais c'est un critère qui est nouveau, qui est sur les valeurs. Après, il faut croiser ça évidemment avec d'autres critères de compétences. Aussi, juste un minute sur un mot. Je pense que l'humanité, jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux, pour avoir ces critères-là, en fait, elle lisait des bouquins. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui lisent des bouquins, mais peut-être pas tout le monde. Et l'intérêt de la création, je dirais que c'est d'écrire un bouquin. C'est encore mieux qu'en lire un, c'est en écrire un. Et en plus, c'est de pouvoir l'écrire avec d'autres personnes. Et c'est ça l'intérêt du Web 2.0. Et donc, du coup, d'écrire des bouquins avec d'autres personnes, ça a cet intérêt de mieux se connaître parce qu'on produit du contenu et à travers ce contenu qu'on produit, on apprend à mieux se connaître. Encore des questions ?
je vais présenter donc la deuxième partie, les travaux de recherche qui vont contribuer un petit peu, parce que je pense qu'ils vont largement trouver d'autres travaux. Alors, ce qu'on fait au laboratoire, donc on est deux chercheurs autour de ça, Michel Portier, moi-même et Michel Camp. On a travaillé sur la détection de réseaux sociaux et là, dernièrement, on travaille sur la notion de complémentarité. Donc ça va rejoindre un peu ce que vous avez fait. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'une communauté, mais donc il y a différents types de communautés. Je ne vais pas insister trop là-dessus. L'idée donc c'est de mieux communiquer, diffuser des contenus, apprendre, etc. Donc il y a différents types d'objectifs. Alors, nous on distingue deux types disons de réseaux sociaux, on va appeler ça comme ça, on parle de graphes, ce qu'on appelle les graphes monoparties, donc uniparties. Donc les graphes monoparties ou uniparties, ce sont des graphes dans lesquels il y a deux types d'objets, des sommets et des arêtes. Donc c'est le cas par exemple les liens d'amitié sur Facebook ou bien les liens d'affinité dans un club de karaté ou d'autres choses comme ça. Donc les sommets, c'est-à-dire les personnes, sont directement reliés à d'autres personnes. Et puis il y a le deuxième type de réseau ou de graphes, c'est ce qu'on appelle les graphes bipartis, qu'on peut étendre à ce qu'on appelle des graphes multipartis, c'est-à-dire les gens où les sommets ne sont pas reliés directement, ou plus exactement, il y a deux types de sommets. Il y a des individus et des propriétés. Et dans ce cas-là en tout cas. Donc les individus par exemple, c'est des dames du 19e siècle, un exemple très connu qui s'appelle Women Evans, qui participaient à des tea parties et la seule chose que l'on avait, c'est que ces dames ont participé à tel et tel événement, mais on ne connaît pas les relations entre ces personnes. Donc ça, c'est un deuxième type de graphe. Alors, vous avez la même chose, donc des gens qui appartiennent à un club de karaté, des gens qui appartiennent à un club de natation, etc. Ou un parti politique. Donc ça peut donner des graphes multipartis, les propriétés étant différentes. Alors, des techniques de détection de communautés, puisque l'idée est de dire, dans ces graphes, est-ce qu'il y a des communautés? Est-ce qu'il y a des groupes intéressants qui sont proches les uns des autres, qui partagent, alors je vais revenir un peu aux notions d'agression, c'est-à-dire des valeurs. Et des techniques de détection de communautés, il y en a de multiples formes, il y en a énormément. Alors, il y en a une qui est assez connue, que nous on a utilisée, qui est l'idée d'utiliser la notion de modularité. Alors la modularité, c'est relativement simple, c'est plus de relations à l'intérieur que de relations à l'extérieur. Donc si on a plus de relations à l'intérieur d'un groupe, on est censé avoir un groupe plus intéressant. Voilà, alors ça se traduit par cette formule-là que je n'ai pas commentée parce que j'en aurais pour un petit moment. Et puis derrière, alors la détection de communauté, en soi, c'est un problème exponentiel. C'est-à-dire il y a autant de communautés que d'ensemble de parties dans un ensemble, c'est-à-dire 2 puissance n, et n étant la dimension de l'ensemble. Donc détecter toutes les communautés, c'est quelque chose qui est infaisable en informatique, et donc il y a des algorithmes plus ou moins approchés qui arrivent à trouver quelles sont les bonnes communautés et les mauvaises communautés. Et une des méthodes intéressantes, et dont je pense que vous l'avez utilisée, c'est la méthode de Louvain, qui a un temps de calcul à peu près linéaire, ou disons en n racine de n, pour parler un peu technique.
Et l'idée de Blondel, donc de la méthode de Louvain, donc c'est d'agréger les sommets 2 par 2, et puis une fois qu'ils sont agrégés, on ne repasse pas dessus, donc on passe au suivant. Et donc comme ça, on va simplifier l'algorithme et arriver à quelque chose de linéaire. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça c'est un club de karaté de 35 personnes en gros, et on trouve, avec les liens d'affinité entre les personnes, on trouve 4 communautés. La petite frontière qui est là, c'est la frontière naturelle, c'est-à-dire que ce club s'est scindé en 2. Alors on peut le voir un petit peu parce qu'il y a des leaders là. Alors Louvain ne parle pas du tout de leader, donc comme vous faites. Et puis un autre exemple célèbre aussi, c'est l'étude des communications mobiles en Belgique qui a donné 3 grandes communautés. Donc on les voit là. Donc c'est relativement facile à interpréter. D'abord, je pense que ça s'interprète sous la forme de la langue, mais ce que l'on voit, c'est qu'avec une information un peu frustre, c'est-à-dire juste les communications, c'était même pas le contenu des communications, c'est telle personne a appelé telle personne à tel endroit. Et ça a suffi pour trouver des communautés. Alors, ils s'en sont servis, alors je ne sais pas si l'exemple n'y est pas ici, mais ils s'en sont servis par exemple pour détecter les différents types de criminalité dans une ville comme Bruxelles. Après, Louvain a une particularité, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du partitionnement, c'est-à-dire que l'algorithme trouve une personne par communauté, enfin une communauté par personne, pardon. Donc évidemment, la réalité, c'est le recouvrement, c'est-à-dire que chaque personne appartient à différents mondes, à différentes partitions, différentes communautés. Et là, on rentre dans un autre enjeu qui est, ce petit schéma là montre un exemple célèbre donné par le fondateur de la théorie des hypergraphes, qui s'appelle Claude Berge, qui a parlé d'hypergraphe et d'hyperarête. Alors, une hyperarête, c'est une arête, c'est-à-dire disons quelque chose qui relie 2 sommets, sauf que dans une hyperarête, on relie plusieurs sommets. Donc, on est dans une dimension un peu plus complexe dans ce problème-là. Alors, nos travaux ont repris largement les travaux de Louvain. D'abord, la première étape, c'était de dire on traduit un graphe biparti en graphe monoparti. C'était l'idée de trouver, quand les gens partagent des choses, de dire on mesure une certaine distance entre ces personnes. Donc du coup, on a une arête, on calcule une nouvelle arête entre ces personnes et donc on fait un graphe monoparti et après on raisonne sur ce graphe monoparti. Donc voilà, alors je passe un peu. Et une deuxième approche était d'utiliser ce qu'on appelle les treillis de Galois, qui est un système relativement plus complexe, et d'avoir un algorithme. Les treillis de Galois, par définition, sont souvent des algorithmes exponentiels. Et donc nous, on avait essayé d'utiliser une partie des treillis de Galois pour arriver à un algorithme en n ou en n au carré au maximum. Donc voilà, ça c'est une deuxième phase. Et puis voilà, alors ce que ça peut donner sur un grand graphe, un nombre de... Donc c'est très difficile à exploiter, hein, un nombre de communautés par auteur, un nombre moyen d'auteurs par communauté. L'idée qu'il y a derrière ces chiffres-là, c'est pas tellement de les montrer, c'est de dire que quand on a un réseau où il y a 100 000 personnes d'un côté et 100 000 articles de l'autre, ou 100 000 éléments de l'autre, représenter tout ça devient plus compliqué. Donc la problématique, elle est là, la visualisation. Et puis ensuite, donc, on a mis au point une méthode un peu plus originale qui a l'avantage de traiter tous les types de graphes, monopartis, bipartis, orientés, pondérés, de la même façon, de les traduire sous une forme qui permet de les exploiter de façon unique. Et évidemment, on a utilisé la méthode de Louvain en premier pour faire des communautés. Alors je passe un petit peu. Et à partir de là, on a imaginé, la méthode de Louvain est une méthode de partition. Alors ça, on peut le voir
dans ce graphe ici, la première ligne montre dans ce type dans ce réseau, qui était un ensemble de photos de mariage. À partir des photos, on a fait un graphe et on a détecté les communautés par Louvain et ça donne la première ligne, c'est-à-dire des communautés où chaque personne appartient à une communauté. En particulier, les mariés appartenaient à une seule communauté. Et donc on a mis au point quelques mesures qui permettent de mesurer ce qu'on appelle le recouvrement, c'est-à-dire la capacité de chacun à appartenir à plusieurs communautés avec un certain ratio. Donc on le voit avec les couleurs ici. Donc on voit par exemple que cette personne-là appartient à 13/28e à la 3e communauté ou la 4e communauté. Donc l'idée, elle était là de mesurer un peu la notion de recouvrement. Donc on a été un tout petit peu plus loin. Alors un autre exemple avec le club de karaté, où on voit les recouvrements. Ça c'est un compte Facebook. On voit donc la première colonne, donc là on l'a inversé, c'est en vertical. On voit des communautés dans un compte Facebook. C'est un élève qui nous a prêté ses photos, prêté son compte. Et alors ce qui est très intéressant dans ce truc-là, c'est qu'on a mesuré le recouvrement uniquement sous forme de couleur, parce que il y a quand même 300 personnes et plus de 1000 photos, donc c'est plus difficile à visualiser déjà. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a peu de recouvrement par ici. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire que cette personne-là avait plusieurs vies très différentes. Et effectivement, on le voit quand on regarde les photos. Cette personne-là était d'abord dans un lycée militaire, puis est venu dans une faculté, puis dans une autre faculté. Il a passé des vacances avec des copains. Et tout ça, ça se traduit sous la forme de communauté dans laquelle on voit ces différentes situations. Parce que alors, il y a quand même un point fort dans l'histoire, c'est qu'une photo, c'est un lien très fort finalement, parce que les personnes sont ensemble, au même endroit et en même temps. Donc prendre une photo entre plusieurs personnes, c'est vraiment un lien très fort. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Alors on a fait un peu la même chose avec des données sur le cerveau. On a cherché des communautés dans les liens entre les différentes parties du cerveau. Et ça donne des recouvrements. Alors après, toute la problématique, c'est d'interpréter ça. Et évidemment, voilà, Jean Ardré, pourrait le faire peut-être, mais en tout cas, les neurologues ont certainement la réponse que nous, on n'a pas. On a été un tout petit peu plus loin dans ce sens, c'est de mesurer finalement le degré d'appartenance d'une personne à une communauté avec une autre mesure qu'on a appelée la mesure de réaffectation. Alors, l'exemple ici, c'est sur les dames là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voit ici que chaque personne appartient à une communauté avec un degré plus ou moins fort. Plus c'est négatif, plus le lien est fort. Et plus c'est positif, plus le lien est léger, voire distendu, voire il aimerait peut-être aller ailleurs. Alors, comment on l'interprète, c'est que vous voyez les points positifs là, c'est la capacité d'une personne à appartenir à une communauté. Donc on voit que dans sa propre communauté, la personne 9 là, est à 0, bien sûr, et dans les autres, elle est à -5, ça veut dire qu'elle a moins envie d'aller dans cette communauté, mais par contre, on voit qu'elle a envie d'aller dans une autre communauté, la communauté 3, et du coup, on se dit, elle est peut-être pas bien placée dans cette communauté. Et donc l'étape suivante, c'est de dire finalement on va les réaffecter, les changer de communauté et voir si ça change quelque chose. Et alors je vais revenir sur ça. Et donc on voit qu'au bout d'un moment, on arrive à une situation où plus personne n'a envie de changer. Et cette situation-là s'explique mathématiquement par la notion d'équilibre de Nash. Alors un équilibre de Nash, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un prix Nobel que vous connaissez certains,
qui a défini cette notion d'équilibre dans lequel des gens qui jouent à des jeux n'ont plus envie de changer de stratégie parce qu'ils gagneraient moins à aller ailleurs que là où ils sont. Et dans certaines situations, on montre qu'un équilibre existe, et c'est le cas dans les choses que je vous ai montrées. Il y a ce qu'on appelle une fonction potentielle, et on est dans un jeu de stratégie mixte, et dans cette situation-là, la notion d'équilibre de Nash, c'est Nash qui l'a démontré, l'équilibre existe. Voilà, donc ça c'était la troisième situation. Et puis, pour revenir un peu à ce que vous avez parlé, on s'intéresse plus maintenant à la complémentarité. Alors, comment on peut définir la complémentarité? C'est de dire que deux personnes ensemble apportent plus que séparément. Donc l'idée, c'est je mesure l'apport d'une personne dans un système, donc avec une certaine fonction d'utilité que j'appelle pi. Si l'utilité avec la personne est ici par exemple, si l'utilité avec la personne est plus forte que sans la personne, il y a une utilité positive, donc la personne a intérêt à être dans ce groupe, dans ce système. Et l'utilité de deux personnes par rapport à tout seul, c'est si les deux personnes sont toutes ensemble plutôt que séparément, eh bien elles apportent quelque chose. Donc c'est le tout vaut mieux que les parties, hein, c'est très connu. Après, toute la question repose sur ce qu'on appelle une utilité. Alors, bon, il y a certainement d'autres choses, et là, je pense que d'autres personnes ici pourraient donner des réponses plus élaborées que moi. Moi, je me suis concentré sur la notion de gain d'information ou d'entropie. Alors, le gain d'information, c'est utilisé en text mining. On dit qu'un mot a une capacité à être discriminant dans un corpus. C'est-à-dire que si il arrive à distinguer des textes ou des documents les uns par rapport aux autres, il a une utilité à rester là et à être utilisé pour faire du tri dans les documents ou du tri dans les thématiques du document. Et donc, ce gain d'information se calcule avec l'entropie. L'entropie, c'est une mesure. On peut l'utiliser de différentes façons, mais l'idée, c'est que quand les éléments sont répartis de façon uniforme, eh bien, la quantité d'informations qu'il faut pour les représenter est plus grande. Donc l'entropie, dans ce cas-là, est plus grande. Alors, on suppose qu'on est entre 0 et 1, que ce sont des probabilités, donc tout ça, ce sont des hypothèses de départ. Et dans ce cas-là, l'entropie varie entre 0 et 1, et elle est maximum quand les éléments sont équiprobables. Et donc on va utiliser cette notion d'entropie pour mesurer la quantité d'informations qu'apporte un élément par rapport au système. Si, quand il est présent, l'entropie est plus faible que quand il n'est pas présent, eh bien ça veut dire que cet élément-là apporte de l'information. Voilà en gros le raisonnement. Et on a utilisé ça comme mesure d'utilité, la mesure pi de tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Alors je ne vais pas expliquer le calcul. Et donc on mesure la complémentarité en faisant une différence de gain d'information entre deux personnes ensemble et chaque personne toute seule. Et ça permet donc de mesurer finalement si ces deux personnes apportent ensemble quelque chose au système. Et plus évidemment la complémentarité est forte, plus elles ont intérêt à être ensemble. Et après on peut mesurer des tas de choses. Donc on peut faire, par exemple, trouver les personnes qui sont les plus essentielles dans un système. L'exemple simple, c'est l'équipe de rugby, où il ne faut pas que des avants ou que des arrières, il faut des ailiers, des demi de mêlée, des demi d'ouverture, et donc chacun apporte une compétence différente, et la complémentarité, on pourra la mesurer de cette façon-là. Et puis, alors là, les travaux sur lesquels on est actuellement, c'est finalement, est-ce qu'on peut trouver un certain équilibre, un certain point de stabilité, où on a trouvé une espèce d'optimum entre la complémentarité des personnes. Et puis enfin, le dernier point, donc, qui n'est pas uniquement lié à la complémentarité, mais c'est tout le problème de la visualisation,
comment visualiser des communautés, comment visualiser la complémentarité. Alors le petit exemple que j'ai donné sur l'hypergraphe, je vais y revenir, il est relativement simple. Cet hypergraphe-là, à votre droite, il est très simple parce qu'il y a 7 ou 8 sommets et quelques hyperarêtes. Mais dès qu'on va rentrer dans 50 sommets, 100 sommets, là, la visualisation devient une vraie difficulté. Donc on travaille là-dessus. Je n'ai pas de choses à vous montrer là sur la visualisation. C'est pas facile. Voilà. Donc il y a, il faut explorer donc des éléments là-dessus. Voilà. Alors j'ai un peu fait le tour. Si vous souhaitez tester votre compte Facebook, il y a un petit démonstrateur qui vous permet de tester vos communautés. Voilà, donc j'ai un peu terminé mon exposé. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un peu à faire entre ce que vos valeurs, en fait, le système de valeurs, c'est les propriétés, parce que tu as appelé propriétés, c'est vos valeurs à vous. Est-ce que dans votre problématique, est-ce que toutes les coalitions de valeurs sont possibles? C'est-à-dire que tout sous-ensemble de valeurs a un sens, ou bien est-ce qu'il y a déjà on pourrait déjà ordonner, on pourrait mettre un ordre partiel sur les systèmes de valeurs? Il y a des valeurs qui sont incompatibles, ça n'existe pas, ça n'aura pas de sens. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait déjà des relations, un système de relations entre les valeurs, et du coup, il faudrait intégrer dans ce qu'a proposé Michel, ces contraintes sur le système de propriété. D'accord? Donc ça veut dire qu'on se retrouve non seulement avec un tripartite, mais en plus avec des arcs qui ne sont pas tous de la même couleur. Ça rejoint un concept que j'aime beaucoup d'Alain Badiou, qui m'a beaucoup inspiré dans ce travail, qui est le processus de vérité. C'est-à-dire une relation qui est contingente au départ et qui devient nécessaire du fait d'une multiplicité de corrélations en fait. La corrélation en elle-même qui institue la corrélation comme une nécessité à partir du moment où il y a un comptage qui fait émerger l'un où avant il n'y avait que du multiple. Je n'en ai aucune idée. Je pense que dans des communautés, c'est clair qu'il va y avoir des valeurs qui seront plus compatibles que d'autres avec d'autres valeurs. Mais je pense que ça va être très lié en fait à des réalités en fait humaines, plus qu'il y a des configurations qui seraient inhérentes à la structure même des valeurs. Parce que l'idée un peu du projet, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment flexible et universel pour que justement les valeurs sont liées entre elles, je dirais pas par des liens de nécessité, mais par des liens construits en fait. Donc est-ce qu'il va y avoir des communautés, j'en suis sûr, en fonction des... Nous, c'est sur quoi aussi on parie à l'avenir, c'est de pouvoir faire fructifier une culture d'organisation en tant qu'une culture de données en fait. C'est-à-dire d'avoir différentes organisations qui vont se structurer autour de pratiques et autour de manières, autour d'actions et d'indicateurs qui vont permettre de vivre ces pratiques. Et ça, il y aura certainement des corrélations entre les valeurs qui permettront de faire dans la réalité des pratiques plus performantes. Et là, on aura des données sur les organisations. Et là, je pense qu'effectivement, à partir de ce moment-là, on pourra faire des trucs. En fait, vous avez tout l'historique sur vos clients, donc on pourrait imaginer que vous construisiez une espèce de capacité sur les parties des valeurs, c'est-à-dire que vous avez observé certaines coalitions de valeurs, donc, et cette coalition peut lui donner un sens, et puis du coup, justement, trouver des résidus entre ce que vous devez afficher une société comme sous-ensemble de valeurs, en fait, qui n'existe pas. C'est-à-dire que vous l'avez jamais observé. Autrement dit, elle a une valeur de capacité quasiment nulle. Et est-ce que c'est bien rationnel de vouloir afficher ce sous-ensemble de valeurs? Je pense que la difficulté, c'est que comme les personnes ne sont pas des coordonnées justement, mais qu'elles interagissent par des relations qui sont fluctuantes, on ne sait pas si une communauté donnée va pouvoir se reproduire dans une autre communauté avec la même configuration en fait. Dans chaque communauté de valeurs, il y aura des configurations de relations qui seront différentes en fonction de chaque communauté. Il y aura certainement des corrélations et des choses qu'on pourra établir, mais je pense que ça ne suffira pas à pouvoir vraiment... je pense que ça établira des tendances certainement. Après,
entre les valeurs elles-mêmes, s'il y aura des processus de vérité, je ne sais pas en fait, mais c'est intéressant. On voudrait travailler avec une sociologue là-dessus, on a envisagé un travail justement autour de la manière dont les pratiques se cristalliser. Et pour l'instant, c'est à l'état de projet, on n'a pas suffisamment de données pour faire fonctionner ça. Peut-être un autre élément, c'est qu'en fait, quand on construit un système de valeurs, il y a des valeurs de typologie différentes. Et donc, en fait, on va proposer aux organisations une méthodologie de construction de systèmes de valeurs pour avoir des valeurs qui sont plutôt tournées vers l'interne et des valeurs plutôt tournées vers l'externe. Vous voyez, donc de construire un système qui soit cohérent. Donc, en fait, on a introduit une forme de, déjà, si vous voulez, de complémentarité ou de, voilà, entre les valeurs, quoi. Mais après, bon, je rejoins complètement ce que dit Alexis, et bon, on va voir si pour le moment on n'a pas de... Nous, on a introduit un système qui est un modèle, qui permet de modéliser quelque chose qui apporte une forme de stabilité, à une identité, à une organisation. Après, si vous voulez, ce qu'on va voir, ce qui va effectivement émerger quand on part de zéro, là. C'est ma question initiale portait sur ça, c'est que c'est-à-dire si vous êtes conscient si vous orientez justement sur les valeurs internes, valeurs externes et toute autre forme de contrainte, derrière, si on applique brutalement du Louvain, alors que toute la distance entre toutes les valeurs n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de graphe sur ces valeurs-là, on fausse l'algorithme. C'est vrai, mais après, bon, je ne suis pas un expert de Louvain, mais si vous voulez, un système de valeurs, ça adresse plusieurs enjeux. C'est aussi bien l'identité d'une structure que sa façon dont elle va se positionner dans son écosystème. Donc en fait, on a d'autres dimensions qui interviennent là-dedans, au-delà des individus eux-mêmes. C'est la façon dont on va créer une identité. Donc si vous voulez, c'est une forme de... Il y a quand même une forme de... non pas de contrainte, mais de guide pour construire un système qui soit un peu équilibré, qui ne vient pas uniquement des gens, qui vient aussi de la façon dont une entité, parce que par exemple il y a des notions de valeurs racines et de valeurs L, vous voyez. Donc les valeurs racines c'est les valeurs existantes, les valeurs L c'est les valeurs dans lesquelles on peut se projeter, et très souvent c'est plutôt une direction qui va dire voilà les valeurs L qui sont des L au sens voilà les valeurs dans lesquelles on doit construire, parce qu'on s'aperçoit que par exemple il faut qu'on se tourne, on peut être une organisation qui doit se tourner vers des clients davantage, vous voyez, voilà, on peut avoir donc on va tirer un petit peu le truc pour faire en sorte que les gens prennent conscience de ça, et voilà, vous voyez, donc c'est un petit peu une somme de différents paramètres. Ah, oui, je pourrais peut-être juste rajouter que Louvain prend aussi en compte les poids sur les arêtes. Donc il a une version pondérée. Et après, donc effectivement, si chaque propriété a un poids différent, donc nous on a mis au point une méthode où effectivement chaque propriété est considérée de la même façon. On n'a pas fait de poids là-dessus. Donc c'est peut-être une voie à explorer aussi. D'une certaine manière, dans un contexte donné, le système est décidable. Mais pour des valeurs données dans différents contextes, on ne sait pas encore si elles vont être décidables. Et a priori, il est forcément décidable d'une certaine manière, mais même logiquement, en fait, il est décidable. C'est-à-dire derrière les algorithmes, il y a des fonctions qui ont une forme de transitivité et qui ont une forme surtout de complétude en fait, dans le mécanisme. En fait, la fonction d'énergie, elle ne s'étale pas de 0 à l'infini, elle est encadrée dans des cardinaux en fait, qui sont établis pour chaque valeur, et du coup, il y a un ordre en fait. Et cet ordre-là, il dépend en fait à chaque fois de modularité justement, qui elle, on ne sait pas encore si elles vont vraiment être interchangeables et si on peut avoir une forme de décidabilité sur les différents réseaux. D'autres questions? Très bien. Bon, merci infiniment. Donc, alors, je voulais juste faire une petite annonce pour la prochaine conférence. Donc, le titre de la prochaine, d'abord, c'est le 24 février, et le titre « Les bugs sont-ils une fatalité ou sont-ils évitables ?» avec Thomas Lambolet et Jean-Raymond Abrial. Voilà. Merci infiniment d'avoir assisté à cette conférence, et on vous convie à une petite collation à la sortie.
Merci.